Bonsoir à toutes et à tous. Notre Europe peut mourir. Une Europe puissante qui se fait respecter et qui assure sa sécurité. Une Europe qui retrouve la maîtrise de ses frontières. Ça, c'est les mots que Macron il a prononcés hier soir pendant son discours à la Sorbonne, protégé par les interdictions de manifestation du préfet Nunez, pendant que les CRS, matraqués, les étudiants venus lui dire en face quelques vérités. Hier, la légende, elle disait que l'Union européenne, c'était la paix, et aujourd'hui, c'est la guerre. Voilà leur campagne, et voilà leur programme. La guerre sociale contre tous les travailleurs et toutes les travailleuses, et la guerre militaire. Depuis l'invasion des troupes de Poutine en Ukraine il y a 2 ans, les discours guerriers et nationalistes, ils font que s'empirer. Et depuis le début de cette guerre, on dit troupes russes hors d'Ukraine, on dit troupes de l'OTAN hors de l'Europe de l'Est et hors de toutes les régions où elle prétend gendarmer le monde. On est du côté de ceux qui en Russie se battent contre la guerre malgré la répression et ceux qui en Ukraine dénoncent Zelensky et l'OTAN et ses manœuvres. Mais ce qu'on dit aussi et qu'il faut comprendre, c'est que derrière les guerres se cache le capital. Hier comme aujourd'hui, l'Europe et les États qui en font partie, c'est une machine à garantir les profits. Hier, c'était l'acier et le charbon, et aujourd'hui, c'est les canons, les Rafales et les chars Leclerc. Et si Macron veut la préférence européenne dans l'achat de matériel militaire, comme il nous le disait hier, c'est pour renforcer la France, qui est déjà sur le podium des exportateurs d'armes. La France, elle est 2e au niveau mondial. Et cette logique capitaliste et guerrière, elle n'est pas propre ni à la France ni à l'Europe. Et chaque grande puissance rajoute sa petite poudre à canon dans ce contexte de montée des tensions interimpérialistes, à commencer par le grand président de gauche des États-Unis, Joe Biden. La Chambre des représentants, elle vient d'adopter pas moins de 4 projets de loi sur la politique extérieure qui représentent pas moins de 95 000 $ de dépenses. Alors là-dedans, il y a quoi ? Il y a 13 milliards en plus d'aide à Israël pour bombarder Gaza et 9 milliards pour l'aide humanitaire aux Gazaouis. Une preuve de plus de l'hypocrisie d'un impérialisme qui d'une main finance un génocide et de l'autre soigne son image d'une prétendue humanité. Dedans, il y a aussi 8 milliards pour sa concurrence avec la Chine et 60 milliards pour l'aide à l'Ukraine. Mais ces 60 milliards pour l'aide à l'Ukraine, les premiers bénéficiaires, ce sera les marchands d'armes américains parce que pour aider l'Ukraine, mieux vaut d'abord s'armer soi-même. Donc la moitié de ce budget va être consacrée au réarmement nouvelle génération pour le Pentagone et aux opérations américaines en Europe de l'Est. L'autre moitié, elle va servir à recycler le vieux matériel militaire américain en fin de vie pour l'armée ukrainienne et faire 9 milliards de prêts au gouvernement de Zelensky pour lui garantir une dépendance économique pendant et après la guerre. Oui, pour comprendre la politique des États impérialistes, c'est assez inspirant en fait de regarder du côté de leur budget. Et en 20 ans, le budget militaire il a doublé au niveau mondial. Cette économie de guerre, même les économistes et les politiciens de gauche en vantent l'impact positif sur l'emploi et sur la compétitivité. Elle est là en fait la réindustrialisation qu'ils appellent de leur vœu. Et il faut quand même rappeler aux Mélenchon, aux Ruffin, aux Glucksmann, aux Roussel et consorts que en fait la défense c'est pas un service public et que l'industrie de l'armement c'est pas la réponse au chômage. Pour la simple et bonne raison que quand les capitalistes ils se mettent à produire frénétiquement des armes, c'est pour à un moment donné ou à un autre finir par les utiliser. Mais c'est aussi parce que chaque augmentation du budget militaire, chacune des ouvertures d'une nouvelle usine d'armement, c'est des moyens et des budgets en moins sur tout ce qui est indispensable aux plus pauvres. La seule guerre que nous, les travailleurs et les travailleuses, on a intérêt à mener, c'est une guerre sociale pour renverser le capitalisme et les États qui les servent. Et notre économie de guerre, à nous, ce sera une économie planifiée pour gagner la guerre sociale, pour en finir pour de vrai avec les privilèges. Et elle passera par la socialisation de tous les grands groupes, elle passera par l'expropriation des banques, elle passera par le partage du travail entre tous et toutes, et la satisfaction de tous les besoins sociaux dans le respect des équilibres environnementaux. C'est ça et bien d'autres choses que nous, on appelle le communisme. Une société où ceux qui travaillent, où ceux qui produisent toutes les richesses, c'est ceux qui décident et c'est la seule alternative à la barbarie capitaliste.
suis fière de conduire cette liste pour le NPA révolutionnaire avec mon camarade Gaël Kirant. Oui, il va falloir qu'on exprime partout où on le pourra que pour un monde sans frontières ni patron, il y a urgence à la révolution. Mais un monde sans frontières, c'est aussi contre toutes les politiques meurtrières de l'Europe, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, qui sont responsables des milliers de morts en Méditerranée et qui, ici, mènent une guerre aux sans-papiers et aux travailleurs immigrés. Là-dessus, Le Pen, Bardella ou Macron, Darmanin, Attal, c'est franchement la peste ou le choléra, c'est bonnet blanc ou blanc bonnet. On peut continuer les exemples longtemps comme ça, mais on nous fait croire que l'un est une barrière contre l'autre, mais c'est la même politique, main dans la main, comme ils l'ont d'ailleurs très bien montré avec la loi Asile et Immigration, qui a été d'ailleurs renommée loi Darmanin-Le Pen. C'est une loi pour, je les cite, contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Tout est dans le titre. Et en fait, cette loi, ils l'ont déclinée dans les salons du Parlement européen. Et ça s'appelle le pacte Asile et Immigration, qui est en fait un pacte anti-migrant, avec les voix de Renaissance, de Mélanie, de la droite et des sociodémocrates de toute l'Europe. C'est un pacte qui trie les migrants, pas aux frontières de l'Europe, mais dans les centres de rétention qui sont des véritables camps de concentration, en Libye, au Maroc, en Turquie. Ce pacte, il est raciste, mais surtout, c'est un pacte entre oppresseurs de tous les pays, contre les travailleurs et la jeunesse à la recherche d'un avenir un peu moins pourri. C'est un pacte raciste qui durcit les conditions d'accès et d'accueil alors qu'on en est en 20 ans à 25 000 morts en Méditerranée. C'est un pacte raciste où les pays d'arrivée vont être chargés d'entrer les empreintes digitales, d'entrer la photo du visage et les documents d'identité des demandeurs d'asile et des migrants dans une base de données centralisée, y compris pour les enfants dès l'âge de 6 ans. Et c'est un pacte où pendant que les procédures de demande d'asile seront traitées, les migrants ils seront enfermés comme des criminels jusqu'à 6 mois. C'est un pacte que les Républicains et le Rassemblement National n'ont même pas voté parce qu'ils le trouvent trop laxiste. Ces gens, ils en ont jamais assez et ils sont prêts à toutes les bassesses du moment qu'elles rapportent des voix. Ils prétendent parler au nom des classes populaires, des fois ils prétendent même parler au nom des ouvriers. Mais franchement, quand ils haussent le ton, c'est toujours pour nous faire crever et pour faire crever encore plus de pauvres aux frontières et c'est pour nous diviser. Et face au patronat, l'extrême droite, elle parle beaucoup moins fort et elle se fait beaucoup plus feutrée. On les a pas tellement entendus d'ailleurs s'exciter autant sur les bas salaires, bien au contraire. Et d'autant que ces démagogues, ils savent très bien que le tout-puissant patronat, en fait, il aura besoin de main-d'œuvre. Le MEDEF lui-même a annoncé qu'il aura besoin de 3,9 milliards de travailleurs étrangers d'ici 2050 en France, tout en soutenant, bien sûr, la loi Darmanin-Le Pen. Leur démagogie raciste, elle est criminelle. Et c'est pas pour fermer les frontières, c'est pour diviser les travailleurs et c'est pour tirer tous les salaires vers le bas. C'est un choix politique que fait l'Union européenne, c'est-à-dire de présenter les migrants comme un danger qu'il faut refouler à tout prix. Et c'est d'ailleurs pas tellement un hasard que l'ancien directeur de l'agence Frontex, Fabrice Leggeri, mis en cause pour violation avérée des droits humains, est actuellement candidat aux européennes sur une liste du Rassemblement national. Mais son nouveau directeur de l'agence Frontex, avec le nouveau directeur, cette action, elle va rester la même. Ça va rester des refoulements illégaux à la frontière de la Bulgarie. Ce sera toujours des pushbacks aux gardes d'embarcation en péril de la Grèce vers la Turquie. Ce sera toujours des communications d'information aux gardes-côtes libyens pour qu'ils interceptent des bateaux. C'est pas étonnant que ce Leggeri, il soit visé par une plainte pour crime contre l'humanité. Et aujourd'hui, cette politique, elle est menée d'abord par Macron et son équipe, qui tiennent les rênes de ce gouvernement. Mais tous autant qu'ils sont, ils n'ont pas d'autre projet que cette guerre à l'immigration. Jusqu'à Desfontaines, le candidat du Parti communiste français, plus français que communiste, qui trouvait à la radio que le no border, le sans frontières, c'était une bêtise. Et qui enchaînait après cette semaine-là sur France Info et qui nous disait qu'il fallait des expulsions et que le pacte européen dont je vous parlais tout à l'heure, quand même, il y avait des avancées. Leur seul petit bémol au PCF sur ce pacte, c'est qu'ils voudraient une vraie souveraineté plutôt que de sous-traiter à Erdogan la gestion des frontières. Allons enfants de la patrie, soyons plus royalistes que le roi, fermons nous-mêmes nos frontières. Et toutes les autres politiques de renforcement des frontières nationales ou à l'échelle européenne, il faut les abolir. Il va falloir se battre.
il va falloir se battre pour l'ouverture des frontières, il va falloir se battre pour la liberté de circulation et d'installation entre tous et toutes, il va falloir se battre pour que tous les travailleurs et les travailleuses aient les mêmes droits, à commencer par la régularisation de tous les sans-papiers et le droit de vote pour les étrangers. Il va falloir se battre en clair pour que notre frontière à nous, on la mette là où elle est vraiment. C'est une frontière de classe entre d'un côté les travailleurs de tous les pays et de l'autre les grands capitalistes. Et cette frontière de classe, c'est la seule qu'on va défendre, et c'est pour cette raison que notre liste, c'est une liste avec pas moins de 81 camarades, travailleurs et travailleuses et jeunes, des ouvriers de l'automobile, de la chimie, du transport, des postiers, des soignants et des soignantes, des travailleurs et des travailleuses du secteur social, des profs et des instituts, des étudiants et des étudiantes. Bref, c'est une liste qui représente notre classe pour imposer nos préoccupations. Et ça, c'est déjà un programme en tant que tel. Face au déferlement nationaliste et raciste, face au patronat et à l'État à son service, qui mène une guerre ouverte contre notre classe, on n'est pas résigné, on n'est pas abattu. On est déterminé à continuer le combat révolutionnaire nécessaire contre le capitalisme et toutes les oppressions qu'il entretient. 80 travailleurs, travailleuses et jeunes, aussi parce que leur Europe de la guerre, c'est aussi la guerre sociale qu'ils sont en train de nous mener. Et de ce point de vue-là, le gouvernement Attal fait vraiment le concours des mesurettes antisociales. Et chacune de ces mesures, ça sert à nous pointer du doigt comme étant responsables de tous les problèmes. La pénurie de médecins, c'est la faute à ceux qui ratent leur rendez-vous. Conclusion, taxe lapin, 5 € à payer si t'es pas là. La pénurie de logement, c'est la faute à ceux qui restent dans les HLM quand leur revenu a dépassé les plafonds, mais pas la faute aux Balkany, les riches on touche pas s'il vous plaît. Conclusion, rien en fait pour répondre aux 2,4 millions de demandes de HLM et aux 330 personnes sans domicile alors que les loyers s'envolent et que 3 millions de logements sont laissés vacants. Alors pour nous c'est clair, 3 millions de logements vacants, c'est 3 millions de logements à réquisitionner. Les manques de moyens dans la fonction publique, franchement, c'est la faute aux gens, ils sont trop habitués à la gratuité de tout pour tous, selon les mots de Bruno Le Maire. Conclusion, c'est Guérini, le ministre de la fonction publique, qui a trouvé la solution cette fois, lever le tabou des licenciements dans la fonction publique. Mais le vrai tabou sur les licenciements, c'est que les patrons, ils peuvent décider du jour au lendemain de priver de salaire et de travail des salariés dans un contexte où l'assurance chômage elle-même est attaquée. Les patrons, ils licencient et le gouvernement, il fait pression sur les chômeurs. C'est une façon de faire accepter à ceux qui travaillent des conditions de travail et des salaires au rabais. Et c'est ce que nous on dit sans tabou sur les licenciements, c'est qu'il faut les interdire. La pénurie d'emploi, évidemment, c'est la faute à ceux qui en ont pas. Conclusion, réforme de l'assurance chômage pour forcer les chômeurs à accepter n'importe quel emploi, peu importe que ça les plonge dans la misère. Et c'est les travailleurs et les travailleuses qui se battent aujourd'hui contre les licenciements à PSA, Stellantis, à Sanofi ou ailleurs, qu'on accusera demain d'être les fainéants qui veulent pas travailler. Mais du travail, il y en a trop pour ceux qui bossent, et ce qu'il faut, c'est le partager entre tous et toutes sans aucune baisse de salaire. Les accusateurs des classes populaires, c'est les mêmes qui sont aux petits soins pour le patronat qui lui déroule le tapis rouge des cadeaux fiscaux, des subventions et des marchés publics. Pendant la pandémie du Covid-19, dont Macron vantait hier la merveilleuse gestion, tous les partis politiques, depuis l'extrême droite jusqu'au PC en passant par la France Insoumise, ont voté à l'unanimité 345 milliards d'euros de subventions pour les grands capitalistes. 345 milliards d'euros. C'est qui maintenant les assistés de cette société? Et en réalité, c'est pas les Aguerre, les Attal, ni même les Macron et leurs boss provocateurs qui dirigent réellement la société. C'est le grand patronat qui est le seul bénéficiaire de leur politique et qui en même temps se cache derrière eux. Les patrons, ils nous font bosser en décidant de tout et nous volent une partie du fric de notre travail. C'est ça les profits. C'est sur notre dos que le CAC 40 il a enregistré cette année 150 milliards d'euros de bénéfices. Et ces 150 milliards d'euros de bénéfices, c'est le résultat de l'augmentation dramatique de l'exploitation. Ne pas augmenter les salaires, intensifier le travail, augmenter le temps de travail en allongeant la journée et en supprimant des congés, ou encore attaquer l'assurance maladie, le chômage ou les retraites qui sont du salaire différé. Mais pour chaque attaque,
On répond à l'offensive par nos propres moyens d'expression, les grèves et les manifestations. Chez les contrôleurs aériens, il a suffi d'une menace de grève pour que le trafic soit complètement perturbé dans les aéroports parisiens hier. Et oui, encore et à nouveau, la force des travailleurs, c'est la grève. À la Poste, là où travaillent d'ailleurs Gaël et d'autres camarades, il y a un facteur pour 10 000 habitants le samedi à Gennevilliers et il y en a un pour 2000 à Levallois, selon que vous serez puissant ou misérable. Et devinez qui va être localisé, devinez qui va voir supprimer 50% des tournées. Et ben c'est Gennevilliers. Et ce mercredi, 90% des facteurs étaient en grève et les débrayages y continuent. Chez MA France, à Aulnay-sous-Bois, qui est sous-traitant de l'automobile, il y a près de 300 ouvriers qui sont en grève depuis le 16 avril. Ils réclament de garder leurs emplois suite à des menaces de fermeture du site téléguidé par Stellantis, principal donneur d'ordre. C'est 80% de la production qui va pour les sites de Stellantis, de Poissy, Ordin et de Luton en Angleterre. Et la grève, elle a mis les 3 sites à l'arrêt. Stellantis et son PDG, bien sûr, Carlos Tavares, ils s'arrogent un droit de vie ou de mort sur le site de MA France. Il est son principal client et c'est lui qui fournit les matières premières, qui fixe les prix et qui décide des volumes. Mais malgré ces menaces d'envoyer la production en Turquie, la direction Stellantis, elle est acculée par la grève. Et elle a proposé lundi 22 pas moins de 3 000 € de prime pour reprendre le travail, sans d'ailleurs la moindre garantie de la recevoir si l'usine fermait. Preuve, s'il en fallait, qu'elle n'a pas les moyens de faire emboutir ses pièces ailleurs et que le rapport de force est en faveur des grévistes qui d'ailleurs l'ont envoyé balader. Et ils continueront la grève, ils sont soutenus par une unité syndicale CGT, FOC, FDT et sur le piquet, ils le disent eux-mêmes, ici il n'y a plus de différence entre les syndicats, il n'y a que des grévistes. La grève, elle bloque 4 sites industriels de Stellantis, dont Poissy. Elle coûte 50 millions d'euros par jour au groupe. Et c'est ça, la force des travailleurs. Et leur revendication, c'est au moins une petite journée de salaire de Carlos Tavares. À la RATP où je travaille, on est nous aussi en ce moment même en train de se mobiliser pour quelque chose d'aussi simple qu'un travail égal, salaire égal, parce que la direction, elle a décidé pour le même travail d'embaucher ses salariés 300 € de moins que les autres à partir de 2023. Alors aujourd'hui, c'est le jour de la paye et la réaction des collègues quand ils ont vu leur compte en banque et les payes à 1600 à 1700 balles, ça a été de dire vivement les journées de grève du 6 mai, vivement les journées de grève du 21 et du 22 mai, pour aller chercher une seule et même grille de salaire pour tous et toutes, pour lever l'obstacle de la division et continuer de se battre pour nos salaires, pour nos conditions de travail et pour une amélioration de l'offre de transport, tous ensemble, les jeunes comme les anciens. Et dans les transports, nos collègues de Keolis, Argenteuil et Montesson, eux aussi, ils sont en grève pour leur salaire et pour des augmentations de salaire. Aujourd'hui, des luttes et des grèves, il y en a. Alors c'est sûr, elles sont encore éparpillées et partout où on est, on cherche à chaque fois à ce que nos revendications elles résonnent ailleurs, dans les autres secteurs, parce que les salaires sont trop bas partout, parce que le travail s'intensifie partout. Mais même éparpillées, nos luttes elles sont indispensables, parce qu'elles sont la seule et unique voie par laquelle on s'exprime par nous-mêmes. Et rien qu'à l'échelle de nos bureaux de poste, de nos dépôts, de nos services dans les hôpitaux, de nos ateliers ou de nos chaînes de montage, quand on s'arrête, nos directions elles sont obligées de venir négocier. Alors ça, c'est qu'un tout petit aperçu de ce que ça pourrait donner si on s'y mettait tous ensemble, en même temps. Et à ce moment-là, ce sera plus les Macron et leurs discours sur la guerre et les sorties d'Attal, de Le Pen et je sais pas qui d'autre qui feront l'actualité. Ce sera nous et nos préoccupations à laquelle ils seront forcés de répondre. Alors oui, le gouvernement et le patronat, ils comprennent qu'un langage, c'est celui du rapport de force, par nos grèves et par nos manifestations. Alors c'est à nous maintenant d'aller déranger